BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom, quartier d'été. Nous sommes ici à Marseille sous une chaleur caniculaire pour les rencontres internationales des médias, deuxième édition, un événement co-organisé par la branche média de CMA-CGM, propriétaire de BFM Business. Et parmi les intervenants, nous avions envie d'entendre plus en longueur Pierre Louette, c'est le président directeur général du groupe Les Échos, Le Parisien, et d'échanger avec lui sur la baisse inexorable du modèle de la presse papier en France. Interview sur BFM Business. Bonjour Pierre Louette. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Business. On commence par une actualité qui vous concerne puisque vous accueillez une nouvelle directrice générale pour Le Parisien en mission. Ça consiste en quoi exactement cette mission ? Alors, on a la chance de pouvoir accueillir Anne-Violette Revel, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui est une fille formidable, très expérimentée dans le domaine des médias et des journaux. Pourquoi ? Parce que Le Parisien, c'est une machine très lourde. On a encore aujourd'hui plus de 400 journalistes. On est en pleine transformation. On a des éditions locales, nationales. On est en pleine transformation. Il y a une réorganisation de la rédaction très importante qui est en cours. Et par ailleurs, on fait des mesures d'économie à tous les étages depuis longtemps parce que malheureusement, ça c'est la presse et c'est la presse quotidienne depuis un moment. Donc, on a vu notre directrice générale partir vers les journaux de l'Est. Le groupe Ebra. Et le groupe Ebra, voilà, Sophie Gourmelin, qui avait fait un très beau travail depuis des années, depuis longtemps en réalité, au sein du titre. Et ce qu'on sait moins, mais c'est que son adjointe n'est pas là actuellement. Donc tout d'un coup, on a une direction générale qui est un peu dégarnie. Moi-même, je vais essayer d'occuper plus de terrain sur ce journal qu'auparavant, mais il y a 32 titres dans le groupe. 32 titres. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cumulé les fonctions ? On pouvait lire que vous étiez candidat, au fait de cumuler ces fonctions, que vous l'auriez même annoncé à une partie de la rédaction. Est-ce que c'est vrai et est-ce que vous étiez candidat ? C'est pas du tout candidat, je suis PDG. Donc dans PDG, il y a quoi ? Il y a P et DG. Il y a président, c'est vrai, mais il y a aussi DG, enfin, si on arrive à lire jusqu'au bout. Et donc, je suis président, directeur général de tous ces titres-là. Et évidemment, au Parisien, ça fait maintenant pas loin de 8 ans que, avec Sophie Gourmelin, effectivement, et avec d'autres, le rédacteur en chef, Charbonneau, Chauss, on a impulsé et fait plein de transformations. Mais là, effectivement, tout d'un coup, il y a 2 postes non pourvus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a une consultante qui vient en mission renforcer et donc exercer des fonctions par intérim de direction générale du Parisien à mes côtés. Une personne qui vient de Lagardère, forcément, ça peut être vu comme le signe d'un rapprochement Bolloré-Arnault. Est-ce qu'on se fait des idées quand on pense à ça ou pas ? Oui, on se fait des idées. Enfin, vraiment, je trouve que là, il ne faut pas faire des liens entre des tirets qui sont séparés. Elle a quitté déjà depuis un moment le groupe Lagardère. Elle est consultante, elle a fait des missions. Elle a fait une mission chez nous sur Paris Match, extrêmement réussie. Puis après, elle a arrêté. Elle a fait d'autres missions chez d'autres clients. Et là, elle fait une mission à nouveau chez nous. Vous parliez de la nécessité de faire des économies, justement, on y vient. Près de 40 postes supprimés aux Parisiens et puis plus de 30 millions de pertes l'année dernière, c'est bien ça. Il y a donc un peu urgence pour faire en sorte de retrouver une santé financière pour ce titre. Alors, si je peux dire quelques mots simplement de cadrage sur ce sujet-là, c'est vraiment très important. Donc, Le Parisien est un très grand journal généraliste. Assez populaire, enfin, qui concerne toute la population, mais qui n'est pas élitiste, qui n'est pas payé par les entreprises, comme c'est le cas des Échos, qui sont largement un journal B2B2C. Les entreprises payent l'abonnement souvent pour leurs salariés. Et donc, avec une rédaction de plus de 400 personnes et un prix de vente à peu près 2 fois inférieur à celui de ses concurrents. Donc, quand on met tout ça à plat, c'est compliqué, c'est lourd à produire, c'est généraliste, c'est vendu moins cher. Il a à peu près une dizaine d'années de retard en numérique sur ses concurrents, parce que pendant très longtemps, il a été gratuit. Et quand le groupe LVMH a pris la décision, avant que j'arrive d'ailleurs dans le groupe, d'acheter ce grand journal, il était à peu près nulle part en numérique. Moi, je l'ai trouvé, on était à 5 000 abonnés, on est à 115 000 aujourd'hui. Donc on a fait un énorme chemin en numérique, mais avec 10 ans de décalage par rapport à d'autres. On est en pleine monétisation de ce numérique-là. On a fait un énorme chemin dans la vidéo. Je me souviens très bien d'un Parisien avec 4 personnes à la vidéo. Aujourd'hui, ils sont à peu près 24, 25. Et puis, on vient de m'annoncer qu'on avait franchi le cap des 500 millions de vidéos vues dans un mois, ce qui est complètement dément. Il y a 1 an et demi, on était à 100. Donc on a un énorme succès d'audience sur la vidéo, en particulier évidemment dans les réseaux sociaux. Sur YouTube, on est 2 fois plus gros que Brut. Voilà, 75 millions de vidéos vues par mois, 2 fois, et Brut c'est 32 je crois, donc plus que 2 fois plus gros. Donc voilà, on a développé beaucoup de choses, mais effectivement dans un contexte dans lequel toute la famille de la presse nationale
et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui en France, perd 10, 12, 13% de ventes au numéro par an. C'est moins 12, moins 13 par an. Ça s'est même un peu accéléré récemment. C'est le cas du Figaro, c'est le cas du Monde. Les abonnés papier, on en perd aussi. Et donc, on développe des abonnés numériques, mais il faut à peu près 4 abonnés numériques pour compenser la perte d'un abonné papier. Donc, on est en pleine transformation. On fait ce fameux chemin, on a souvent dit, de Gutenberg à Zuckerberg. Donc, on passe vraiment d'un monde du papier, imprimerie, portage, distribution à un monde numérique. Mais ce chemin, il est long. Heureusement, on a un actionnaire qui a les reins solides et la patience de financer cette transformation parce qu'il croit au rôle du Parisien, il croit à l'importance du Parisien comme socle démocratique. Et donc, il va continuer à mettre au pot chaque année parce que vous en avez besoin vu les pertes. On en a besoin, mais on est en train de réduire les pertes. Le plan qu'on mène actuellement va nous permettre de baisser un peu le point mort. Pour plein de raisons, on n'a pas pratiqué d'augmentation du tout cette année. C'est pas si facile à supporter pour les salariés, forcément, mais ils l'ont accepté parce que nécessité fait loi et qu'on est dans cette austérité-là. Voilà, donc on prend des mesures et on en prend depuis des années. On avait déjà fait un plan il y a maintenant 5 ou 6 ans. On refait un plan plus important. On a par ailleurs un plan aussi d'économie dans l'ensemble du groupe parce que on peut pas. Le monde est devenu encore plus dur qu'auparavant. Pour les annonceurs, c'est dur aussi. Le numérique, c'est dur puisque la presse a perdu la moitié de ses revenus publicitaires en 10 ans. La moitié. Et une bonne partie de tout ça est partie chez Google et chez Meta. Et on est assez largement dépendant d'eux. Donc voilà, c'est difficile à tous les étages. Donc on se bat en permanence. Projet de modernisation donc qu'est-ce qui va changer dans la rédaction du Parisien? Comment vous allez la transformer? Alors ça, c'est un projet qui a été élaboré par Nicolas Charbonneau, qui est le patron des rédactions du Parisien. Un très beau projet, je trouve qu'il a eu beaucoup de talent, avec Pierre Chausse, son adjoint, et puis avec d'autres, avec en fait toute la rédaction en chef du Parisien. Et on a vraiment des journalistes et des managers de très grande qualité. C'est une façon d'organiser en fait les services et l'information autour de ce qu'on pourrait appeler vie privée, vie publique, des grands pôles comme ça, autour desquels on regroupe des thématiques, de façon à rendre peut-être plus lisible l'organisation et aussi plus facile à projeter en numérique. De plus en plus, on est un journal numérique qui, une fois par jour, fait un journal papier. C'est ça, il y a une inversion complète de la logique. Et cette inversion-là, on la trouve dans cette évolution de la rédaction. Donc c'est terminé des pôles, les grands pôles politiques, société, etc. Vous fusionnez tout ça pour faire des grandes thématiques au sein desquelles seront les services. Voilà, exactement. Il y a des grandes thématiques et les services, évidemment, ils ne disparaissent pas parce qu'on a besoin Mais on va faire ce qu'on a fait de façon générale dans le groupe, c'est-à-dire qu'on va continuer à essayer de renforcer nos forces. On est très bon en politique, très référent quand même, et on sait bien, la classe politique lit beaucoup le Parisien aujourd'hui en France pour ces raisons-là. On est très bon également dans la vie des Français, dans l'intime, la vie pratique, les transports, l'école. Enfin, donc voilà, il y a une sorte de pôle qui est les affaires publiques et puis un pôle qui est les affaires de... C'est moi et eux en quelque sorte. C'est cette façon d'organiser la réflexion et ça va se traduire dans l'organisation de la rédaction elle-même. Donc c'est en cours, c'est pas complètement déployé, hein. On est en plein. C'est pour quand d'ailleurs? Ça va durer encore jusqu'à la rentrée, je pense, et même un peu au-delà. Enfin, le temps que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer de poste, donc il y a beaucoup de mobilités qui sont en cours, ils candidatent, ils sont retenus, pas retenus. Voilà, donc c'est un énorme mouvement. Certains appellent ça le mercato. Mercato, c'est un terme plutôt footballistique. Là, c'est mercato interne, disons. Mercato interne, oui, c'est vrai, plutôt interne. Qu'est-ce qui va changer pour le lecteur? Est-ce qu'il y a une volonté de votre part aussi de dire, finalement, le Parisien qui a longtemps fait référence et qui continue de le faire, mais peut-être un peu moins ces derniers temps, de faire la une? Vous savez, la une du Parisien, c'est le thème dont tout le monde va parler dans la journée, que tous les journaux, y compris télévisés, vont reprendre dans la journée pour leurs 13h et leurs 20h. Est-ce que vous n'avez pas un peu perdu ça? Alors, le Parisien, il continue à faire vraiment référence. Ça, je m'inscris en faux contre ce que vous dites, très, très gentiment. Non, c'est toujours... Le Parisien, c'est largement le conducteur des journaux télévisés. C'est-à-dire qu'on regarde les journaux le matin, on dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça donne déjà une idée de ce qu'on va faire aux 13h et parfois encore aux 20h. Oui, ça donne une idée. Tous les gens qui font ces journaux nous le disent. C'est aussi pour beaucoup de journaux, y compris dans la presse régionale, un journal qui est beaucoup repris, pas toujours cité autant qu'on le voudrait, mais beaucoup repris. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec plus de 400 journalistes encore aujourd'hui, on sort beaucoup d'infos, on sort beaucoup d'affaires. Je prends un exemple de tout ce qui est info, gêné, justice, faits divers. Le Parisien sort énormément. La plupart des grandes affaires elles sont sorties par le Parisien. On a là Jean-Michel Descugis, Gautrono, Jérémy Famelet. Enfin, bon, on a vraiment toute une équipe. Il y en a d'autres aussi, je ne peux pas citer, mais qui sont excellents. Ils sortent des trucs originaux et ça fait effectivement beaucoup d'audience.
d'audience en papier, mais ça fait beaucoup d'audience en numérique, sur le web, et ça fait aussi des podcasts. Crime Story ou Crime Story, en meilleur français, est un podcast qui est en plein essor aujourd'hui, et en vidéo aussi. On fait des vidéos de tout format. Cette thématique-là, elle est très fortement attribuable aux Parisiens, mais aussi, encore une fois, c'est important de le dire, la vie pratique, la vie concrète. On appelle les lecteurs de citoyens des citoyens du meilleur vivre, qui essaient de mieux vivre avec les revenus dont ils disposent, de mieux vivre dans toutes les catégories de leur vie. Dans votre développement, est-ce que vous pourriez imaginer une télé, le Parisien TV, à l'instar de ce qu'a fait Ouest France? Parce qu'après, vous parliez du côté local très important du Parisien aujourd'hui en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé? Alors, on n'a pas été candidat à ce qui s'est passé là en matière d'appel d'offres télé. Notre logique est plutôt, elle est en train de se dérouler sous vos yeux. Quand on arrive à 500 millions de vidéos vues, peut-être bientôt 600 millions, enfin bon, je ne sais pas jusqu'où on va aller. En réalité, on a sur YouTube une énorme présence, et YouTube est devenu en fait quasi éditeur ou hébergeur de chaînes. Donc on a une chaîne Le Parisien sur YouTube, on a sur TikTok une très grande présence aussi, on va devoir monétiser, transformer en revenu cette présence-là. On est bien sur Instagram aussi, mais voilà, les Échos, c'est beaucoup développé en vidéo aussi. On fait de plus en plus de vidéos pour toucher un public plus jeune. Ça, je le répète souvent, le lecteur du Parisien papier, il a 60 ans de moyenne d'âge, sur téléphone, tablette, 50 ans, et celui qui regarde les vidéos, 30 ans. Voilà, donc ce vecteur-là, la vidéo, c'est celui qui est utilisé en mobilité, en toutes circonstances, par des gens plus jeunes. Et on a très envie, évidemment, que notre marque les touche dans leur moment de consommation média et qu'on puisse les garder longtemps comme lecteurs. On pourrait même dire vos marques, parce qu'il y en a beaucoup sous votre giron. Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir des marques si différentes et trouver un point d'équilibre pour essayer de les développer au même niveau et de faire avancer des projets avec des lecteurs parfois très différents? Bon, alors c'est pas un métier de tourpeau, c'est pas un métier toujours facile, mais c'est un métier absolument exaltant. Ce qu'on a fait là depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant, on a fait une quinzaine d'acquisitions avec une logique qui est on renforce nos points forts. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas diversifié à l'infini. On était déjà très fort en économie avec les Échos. On l'est de plus en plus. On a investi dans les Échos. Les Échos ont développé. Ils n'ont jamais eu autant de lecteurs. Hein. Donc l'audience augmente tous les ans, maintenant depuis 8-9 ans. En fait, chaque année, plus d'audience, grâce au numérique, évidemment. On était fort avec le Parisien. Et aujourd'hui, on l'a gardé. Voilà. On a développé la vidéo, les podcasts, dans les deux cas, pour se renforcer. Mais par ailleurs, on était très bon en musique classique. On est maintenant un leader européen en musique classique. L'acquisition de 50% de Mezzo, Medici, EuroArts en Allemagne, on a intégré toute une chaîne, on a des programmes, des catalogues, des captations, de la distribution et tous les vecteurs. Information financière avec Investir, Mieux vivre votre argent qu'on a acheté, boursier.com qu'on a acheté. Voilà, on a renforcé ce pôle-là et le pôle art et culture autour de connaissances des arts, de salons, d'une maison d'édition fantastique. Voilà, donc on s'est renforcé dans chacune de ces catégories-là, mais on n'était pas dans la presse sportive, on n'y est pas, on n'était pas dans la presse féminine, on n'y est pas. Vous voyez, on n'a pas été dans une diversification automobile, tous azimuts. On s'est renforcé, là on était fort. C'est un peu la théorie de Ricardo en économie et ça nous inspire. Comment est-ce que vous travaillez avec des outils d'intelligence artificielle, l'IA générative comme on dit, et surtout pour quels usages dans le groupe? Énormément d'usages. Alors on travaille beaucoup. Moi, je le voyais récemment dans une réunion justement de fonctionnement très opérationnel du Parisien. On me disait il y a déjà une centaine de cas d'usage de l'IA dans la rédaction, ce qui est quand même absolument génial. Ça veut dire que ça a été largement adopté. Ce qu'on a fait, c'est il y a à peu près 2 ans, on a posé une charte éthique d'utilisation de l'IA qui a beaucoup rassuré, c'était bien l'objectif, les rédactions. Dans le groupe, on a plus de 700 journalistes, hein, donc c'est quand même beaucoup de journalistes. Et on a posé cette charte signée par tous les rédacteurs en chef de tous les titres du groupe en disant jamais rien ne sortira de nos productions qui soit entièrement fait par de l'IA. Il y a toujours un journaliste derrière. Toujours un journaliste qui intervient, réécrit, choisit ou ne choisit pas, laisse de côté. Voilà, mais toujours une main humaine, une femme, un homme qui intervient. Donc dès lors qu'on avait posé cette règle-là, je pense que ça a beaucoup libéré. On a formé 80% sur la rédaction des Échos, plus de 50% celle du Parisien et on continue. Et donc on a plein de cas d'usage. Alors ça sert chez Investir, par exemple, à détecter des franchissements de seuil pour un titre en bourse, aux Parisiens pour proposer des titres, des rédactions, des sources, aux Échos aussi. Aux Échos, on a Benoît Georges, qui est un journaliste qui a été très en avance en fait dans l'IA, qui a ensuite a vécu aux États-Unis un moment et qui fait beaucoup de formations, beaucoup d'acculturation. Voilà, donc beaucoup de cas d'usage, une très bonne utilisation. Et pour nous, l'IA donc renforce pour les sources documentaires, pour le traitement accéléré de choses, mais je le dis toujours, pour moi l'IA
est un très grand exhausteur d'intelligence humaine. L'IA, elle permet aussi de mettre en valeur ce qui fait la différence humaine, c'est l'intuition, la capacité à inventer la suite, la capacité à se parler. Ce qu'on se dit là, c'est pas encore digéré par de l'IA, c'est pas encore dans un LLM. Ben non, heureusement, ça va l'être après. Il y aura des synthèses, mais on continue à inventer la suite. On peut encore se parler entre humains. Parlons Oui. d'un autre de vos titres phares, Les Échos. En l'occurrence, comment est-ce qu'il se positionne différemment d'autres médias économiques comme La Tribune, Challenge ou L'Opinion, par exemple? Les Échos est vraiment clairement le leader en matière économique. Ça, je pense que c'est très reconnu. Je dis des années de progression consécutive, donc un journal qui se développe, qui a une grande tradition, qui a un fonctionnement avec une tradition libérale. C'est ça le substrat des Échos, et qui est un journal qui aime les entreprises. En fait, il n'y en a pas tant que ça, bien sûr. C'est probablement le cas chez BFM Business, à l'Opinion. Voilà, mais il n'y en a pas tant en France et ils n'ont pas une telle dimension. Donc, Les Échos est le plus grand d'entre eux. On parle des entreprises. Il y a ces deux grands cahiers, la macro, la micro. Et dans la micro, tous les jours, une page sur les startups. C'est le seul journal dans lequel vous trouverez ça. Voilà, donc la vie des entreprises, avec aussi toute une partie très importante sur les idées, les opinions, parce que les entrepreneurs, les hommes et les femmes d'entreprise, ils ont besoin de se nourrir d'idées nouvelles, avec des intervenants d'extrêmement grande qualité, Gaspard Koenig, Jacques Attali, je vais évidemment pas les citer tous, mais et donc on trouve des idées, on trouve de l'info, on trouve de l'interprétation. En fait, bref, on peut pas vivre en entreprise si on lit pas les Échos. Moi, j'en suis absolument convaincu. Les Échos, ils font partie de l'équipement du fantassin en entreprise. On vous donne un portable, un PC ou un Mac, et un abonnement aux Échos. Là aussi, vous avez lancé des nouveautés. On pense au 18-20, cette sélection d'articles qui est proposée tous les soirs. Quel premier bilan est-ce que vous tirez de cette innovation ? Un super bon bilan. C'est-à-dire qu'on a vu progresser énormément les consultations du site et de l'application à partir du moment où ce rendez-vous s'est installé. Il s'est installé très vite, donc on a 15-20% de progression, donc c'est vraiment une très très belle augmentation. Et je veux dire, il a trouvé son public. On avait déjà, dans le marché, si j'ose dire, parmi mes collègues ou les gens que je connais depuis longtemps, déjà l'habitude, quand on était abonné, on appelait ça les Échos First, à pouvoir lire la veille au soir, à partir de 21h30 déjà, on avait une première idée. Le matin, regarder l'actualisation, éventuellement regarder le papier en arrivant. Et puis maintenant, on a ce rendez-vous supplémentaire avec une sélection de 7 articles, avec une suggestion inattendue et une mise en page très différente. Je ne sais pas si vous l'avez fréquentée. Mais justement, elle ressemble à une autre innovation. C'était celle du Monde, la matinale du Monde, qui a sans doute servi de boussole, en tout cas notamment dans la sélection et le choix qu'on peut faire en tant que lecteur. Mais pourquoi avoir pris le contre-pied sur l'horaire ? Pourquoi ce 18-20 plutôt que proposer en matinale la meilleure sélection des papiers du matin même. Voilà. Bon, alors Le Monde avait d'ailleurs probablement regardé de très près ce que faisait le New York Times. Enfin, tout le monde, il y a des recettes, elles sont, notamment ce que fait le New York Times, est scruté vraiment par les journaux dans tous les pays. Le Monde en particulier, c'est clairement leur modèle. Donc, parce qu'en fait, on avait déjà un rendez-vous de la veille au soir qui correspond assez bien à la vie des gens d'entreprise. On fait un dernier catch-up, rattrapage d'infos avant d'aller se coucher. Le matin, oui, de toute façon, il y a l'info en continu et puis on sait qu'on aura le journal. Et puis, avant de partir, avant de quitter le bureau, il y a le wrap-up, l'espèce de synthèse de la journée avec aussi un peu les papiers qu'on aurait ratés. Celui-là, on ne l'a pas vu, hop, il vous est proposé. On a aussi un très grand succès des newsletters. La newsletter, c'est aussi une autre façon de dire en fin de semaine, par exemple, voilà, les meilleurs papiers de la semaine, on vous a fait une sélection. Peut-être que vous étiez en déplacement, vous étiez aux rencontres ici à Marseille, vous n'avez pas pu tout lire en continu, et voilà, on vous propose une synthèse, une sélection, un rattrapage. Des verticales aussi qui ont été lancées en avril, comme c'est mon budget ou Work in Progress. Là aussi, on a l'impression que vous voulez chercher un autre public, peut-être avec des thématiques plus abordables finalement. On se dit, finalement, les Échos, c'est pas seulement le journal des patrons. Non, mais alors le patron des rédactions des Échos, Christophe Jacubizine, que cette maison connaît bien. Présenté la matinale, était directeur de la rédaction de BFM Business. Voilà, c'est ça. Et qui est un type formidable et très solaire et très entraînant. Il a cette envie aussi d'élargir le territoire de couverture de la marque. Et ça, c'est capital pour nous. Bien sûr que c'est le journal des entrepreneurs, des femmes et des hommes d'entreprise. Et aussi pas mal de gens qui ont quitté l'entreprise, qui continuent à le lire parce que ça continue à les passionner. Mais aussi, on a élargi, on a une séquence et on va continuer
continuer d'ailleurs en fait à élargir. On a une séquence culture, on a une séquence divertissement, littérature, qui était toujours de très bonne qualité, avec des très bonnes plumes. On va continuer à renforcer ça. Et puis je vous dis, la partie idée-opinion, c'est la deuxième source de consultation du site, par exemple. C'est-à-dire que, encore une fois, on est dans une entreprise, mais on a envie de savoir le mouvement des idées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils écrivent? On n'a pas forcément le temps de tout lire. On a des synthèses, des abstracts, des recensions d'ouvrages, et on sort de cette lecture-là enrichi, plus fort, et plus fort aussi dans son boulot. Est-ce que l'autre objectif, c'est d'essayer d'aller conquérir les plus jeunes, à la fois avec ces thématiques, à la fois avec un graphisme, mais aussi, je me suis laissé dire ça, par cette proposition d'abonnement pour les moins de 30 ans des Échos, avec des formules à prix plus abordables. Est-ce que finalement, convertir cette audience jeune en abonnés, c'est devenu le nerf de la guerre pour la presse ? C'est un des nerfs de la guerre. Ce qu'on a compris assez vite, c'est que les jeunes, qui est une catégorie qui n'existe pas, comme tout le monde le sait, mais bon, on va dire moins de les 25, jeunes, moins de 30, moins de 35, on ne sait voilà, plus vraiment. avec plein de sous-ensembles. les jeunes parce que, décideurs. voilà, plein de sous-ensembles. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas une sorte d'unicité du jeune avec un grand J. Bon. Mais ils sont consommateurs d'informations en fait, mais pas tout à fait aux mêmes endroits qu'avant, et pas dans les mêmes modalités. C'est vrai qu'ils ne vont pas au kiosque acheter un journal. Voilà, ça c'est clairement une chose qui malheureusement diminue chaque année. Mais ils sont consommateurs et ils sont intéressés et ils ont envie de savoir et ils ont des opinions. Voilà. Donc on a décidé d'aller d'abord à leur rencontre là où ils sont, sur TikTok, sur Instagram. Ils sont un peu moins jeunes déjà. Sur Meta, ils sont encore moins jeunes parce qu'ils étaient jeunes il y a 25 ans, ils sont un peu moins aujourd'hui. Voilà. Mais Meta, c'est l'agora du monde. Il y a 2,5 milliards de personnes qui y vont tous les jours. Donc nos contenus y sont. Donc on a mis des contenus partout. Et après, c'est ce vecteur de la vidéo, encore une fois, qui fait qu'on va les rencontrer encore plus et les passionner. Parce que aux Échos, par exemple, il y a maintenant 5 catégories, on va dire, de vidéos, notamment Business Story, Secret Sauce, la sauce secrète. Qu'est-ce qui fait le succès de telle entreprise, tel produit? C'est quoi? Ça vient d'où? On a trouvé le fondateur, il nous le raconte. C'est un format très vivant, très rapide, monté comme ça de façon assez saccadée. Et ça marche très bien parce que ça permet de regarder et d'apprendre des choses sur l'économie sans éventuellement lire un long papier comme ça. Voilà. Donc, on s'adapte et on rajeunit. Et ça marche d'ailleurs déjà maintenant. On est en train de rajeunir notre base de lectorat. Est-ce que vous allez avoir un nouveau journal dans votre giron? On pense évidemment à l'Opinion. Où est-ce qu'en est le rachat par LVMH de ce journal? L'Opinion, le jour où il entrera dans le groupe, c'est assez imminent, l'Opinion sera rangée à côté, littéralement, du Parisien, des Échos, de 2050 qu'on a lancé aussi, de Pour l'Écho. C'est à côté. Donc ce seront des cousins, et ils ne seront pas gérés par le groupe Les Échos le Parisien, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est extrêmement important de laisser à chaque marque son intégrité et son territoire. Donc l'Opinion est un très beau journal avec déjà une belle tradition. Nicolas Beytou a réussi quand même une aventure entrepreneuriale de très grande qualité. Mais il a son ton, son style, sa rédaction, qui seront Donc il totalement restera totalement à la autonomes. tête de l'Opinion. Bien sûr, le groupe n'achète pas des journaux pour tous les fusionner. D'ailleurs, il n'a jamais fusionné le Parisien avec les Échos. Voilà, il faut qu'il y ait cette espèce d'écurie de très beaux titres qui rencontrent chacun leur public. Bon, quand on me dit imminent début juillet, moi je pense qu'à la rentrée c'est fait. C'est ce qu'on doit comprendre. Vous n'avez pas complètement tort. Quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui à un jeune patron de médias qui prendrait les rênes d'un titre, de la presse papier? De la presse papier. D'abord, je pense que c'est de plus en plus rare d'être uniquement papier. Mais bon, imaginons quelqu'un qui est vraiment décidé de ne faire que papier. Pas du tout de site web, rien du tout. Pas de prolongement numérique. Si, quelqu'un. Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Quand même, dirais, voilà, d'accord. Non, mais c'est important. Mais justement, vous lui diriez ne pense pas qu'au papier aujourd'hui La presse papier n'existe plus en tant que telle, mais il y a des supports papier qui rencontrent toujours leur public. Moi, je regarde dans notre groupe, Connaissance des Arts est un magazine d'extrêmement grande qualité, avec un très beau papier, et on continuera à le fréquenter, même si le site de Connaissance est beaucoup développé, avec des vidéos, notamment Guy Boyer, l'inspirateur. Mais le journal, le magazine, ça reste incomparable pour feuilleter, avoir des belles impressions d'œuvres. Donc, il y a des niches et il y a des utilisations de toutes ces formes de support. Mais les conseils que je donnerais, c'est d'abord avoir une ligne bien déterminée et s'y tenir, avoir de l'information de qualité. Je pense que ça commence par là, sourcer, vérifier, être strict et authentique sur les faits, et puis connaître son public. Nous, on mène des grands chantiers actuellement dans le groupe sur la connaissance client. On gère
550 000 abonnés dans le groupe maintenant. Donc on a beaucoup d'informations sur eux, mais on voudrait en avoir plus aussi, n'en avoir plus du tout sur ceux qui sont plus actifs, donc être complètement et on est dans le respect du RGPD, mais travailler cette base de connaissances clients, faire chanter la data, si j'ose dire, et avoir de plus en plus une connaissance de ceux qui lisent pas, ce qui fait qu'ils vont s'abonner, ne pas s'abonner, à partir de combien d'abonnements à newsletter, quelqu'un est-il prompt à recommander le journal. Il y a plein d'interprétations qu'on peut faire. C'est ce que font nativement les Amazon, les Google, qui sont des gens qui sont nés avec une informatique nouvelle et nés dans la data. Nous, on rattrape tout ça parce qu'on est nés il y a plus de 110 ans dans un autre monde. Et en quelques mots, vous, patron toujours jeune mais un peu plus aguerri, où est-ce qu'on vous retrouve dans 5 ans ? J'espère au même endroit, mais je ne sais pas. Le monde est tellement en évolution et en travail permanent, même si c'est au même endroit, ça ne sera pas tout à fait forcément les mêmes modalités. Qu'est-ce qu'on aura inventé d'ici là, quoi ? Encore une fois, on m'aurait dit il y a 5 ans, la vidéo, ça sera énorme. C'était ce qu'on espérait, mais ce n'était pas tout à fait garanti. Énorme aux Parisiens et pas mal aux Échos. Et puis, il y aura peut-être d'autres supports. Il faut saluer aussi, il y a toujours des nouveaux supports qui sortent. Grand Continent, je ne sais pas si vous le suivez. Et on n'en parlait pas il y a 2 ans. Maintenant, c'est devenu une référence en géopolitique. Mais pourquoi ? Parce que la géopolitique a refait éruption dans notre monde. Ce n'était pas tout à fait prévu non plus. Des guerres qui sont à nos frontières, qui ne sont pas à des endroits totalement exotiques dans le monde. Voilà, donc c'est passionnant d'être à cet endroit-là. Et cet endroit-là, il change en permanence. Et donc, c'est pour ça que ça reste intéressant tous les jours. Merci Pierre Louette. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ici du RIM des rencontres internationales des médias. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.